Ce qu'on dit dans nos métiers, c'est qu'elle a mis une poignée justement à sa communication sur laquelle nous nous raccrochons, et forcément ça suscite le questionnement. Je pense que si elle l'a évoqué, c'est que ça doit être sous-jacent et qu'il y avait déjà du questionnement adressé peut-être au ministère de la Santé, aux ARS, à différents médecins, et que la forme peut-être n'est pas bonne, mais c'est l'incertitude là qui oblige à dire je ne sais pas, nous ne savons pas, nous recherchons, et voilà, on garde ce que vient de dire le docteur, des mesures barrières, mais en effet, le questionnement, c'est toute, je dirais, la problématique de cette gestion de crise et de communication de crise du gouvernement et de l'ensemble, j'allais dire, des acteurs de cette crise, c'est l'incertitude. On ne sait pas, donc... Et on se contredit. C'est-à-dire que peut se contredire. En 3 semaines d'écart, on peut dire des choses qui sont totalement opposées. C'est pour ça qu'il faut essayer de garder en communication cette ligne de crête, c'est-à-dire au moins avoir la maîtrise de la gestion globale de la crise, mais ne pas avoir de certitude tant qu'on n'en a pas. Et il faut parler vrai, c'est la difficulté. Laurent Vibert, vous pensez quoi, vous, de la stratégie de crise, puisque c'est votre métier, de communication de crise du gouvernement là? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est bonne? Parce qu'il y a quand même de plus en plus de voix qui s'élèvent contre ce qui est dit, ce qui est fait, contre le manque de masques, contre le manque de moyens. On dit, mais voilà, enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a deux choses. La première, c'est, et ça je tiens vraiment à le rappeler sur ce plateau, c'est qu'une gestion de crise de cette ampleur, ce n'est pas facile à mener. Qu'on n'a pas d'antécédent, le seul antécédent, c'est H1N1 qui a été évoqué, et encore qui a été à l'époque complètement condamné, puisqu'il n'y a pas eu de pandémie, mais qu'on avait en effet vacciné, etc. Donc on voit que de toute façon, on critique, et c'est le rôle aussi de certains opposants, on critique ce qui est fait, ce qui est dit. Non mais il y a des manques quand même. Enfin, excusez-moi, c'est pas juste on critique. Non, les manques sont clairs, ce sont des manques de moyens, Exactement. comme beaucoup de pays, et notamment au sein de l'Europe, Bah oui. où on n'a pas pris la mesure, on ne veut pas investir, on ne veut pas donner de moyens dans la préparation des populations à la gestion de crises majeures. Alors que l'on sait que dans 100% des cas, on devra faire face à ces crises-là. On l'a vu aussi sur des crises météorologiques. On doit faire face à cela, donc il faut s'y préparer. Excusez-moi, alors, je comprends ce que vous dites, mais est-ce que le fait qu'il y ait 0 masque FFP2 en stock en France, est-ce que c'est pas une erreur majeure? C'est une erreur. Majeure. C'est une erreur majeure. Il faut donc des moyens, il faut donc qu'on ait peut-être, comme les États-Unis, une sorte d'agence fédérale sur la gestion des crises. Ce n'est pas juste un centre de gestion des crises, qu'on ait quelque chose de plus grande ampleur, que les populations aussi, la population, soit préparée à cela. On attend beaucoup du gouvernement, on critique beaucoup l'action politique. Il faut savoir que la crise, elle est globale, que les intervenants, les médecins dans les EHPAD, les infirmières, les pompiers, les SAMU, l'ensemble de la population qui est encore active à ce moment-là, il faut la saluer. Donc il y a un effort collectif à faire, mais je ne tirerai pas sur la communication politique actuelle et gouvernementale. Je pense que chacun fait son maximum avec cette zone d'incertitude. On ne sait pas comment ça va se développer. Quand on vous dit, par exemple, vous n'avez pas besoin de masque quand vous sortez dans la rue, simplement parce qu'on n'a pas de masque, à un moment donné, avec le niveau d'information de la population aujourd'hui, en 2020, avec les réseaux sociaux, avec les chaînes info, avec les émissions, tout le monde comprend qu'on vous raconte des conneries. Jean-Marc, vous avez raison, complètement raison. Et ça a été recadré au niveau, et suite à la conférence de presse, qui est quand même une conférence de presse que je juge bonne et positive du Premier ministre il y a quelques jours. Il a recadré aussi certains ministres, il a recadré aussi la porte-parole du gouvernement, qui, à mon avis, en effet, fait des fautes de quart, mais depuis des mois, donc on le sait. On l'écarte, ça c'est à mon sens quelque chose qu'il faudrait faire automatiquement. Mais cette gestion de crise, elle est très complexe et je pense que tous les acteurs, puisque je les côtoie, que ce soit du ministère de l'Intérieur, ministère des Armées, Santé, Transport et autres, font le maximum avec les moyens qu'ils ont. Il faudra augmenter ces moyens, il faudra être en effet sur des budgets beaucoup plus conséquents, former, se préparer, essayer de modéliser, ce qui n'est pas facile à modéliser, notamment en médecine et en virologie, mais il faut essayer, je pense, il va falloir mettre les moyens pour que aussi l'appareil de santé soit beaucoup plus résilient et plus fort. Et peut-être en termes de communication, et vous allez me dire si je me trompe, mais laissez la parole à ceux qui savent et qui ont des choses à dire, c'est-à-dire au ministre de la Santé, au directeur général de la Santé, au Premier ministre, au président de la République, bien évidemment, et puis arrêter que tout le monde veuille mettre son grain dans le gouvernement là-dessus. Parce que les erreurs, elles sont plus à côté, finalement,
qu'au cœur du pouvoir. C'est pour ça que la maîtrise, elle a été, et la main a été prise par le président de la République Exactement. assez rapidement. Il faut lui Et il a laisser. recadré les choses. Et il a son Premier ministre pour gérer l'ensemble des acteurs. C'est qu'il y a une solidarité aussi qui s'installe. Et j'aimerais sur ce plateau également mettre en avant tout ce qui est positif et qui fonctionne et qui aide. Parce qu'on est toujours, et on tire vers le bas, on le disait, les personnes qui sont dans leurs écrans de télévision ont parfois l'impression que tout est noir. Et c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, dans nos métiers de gestion de crise et de communication de crise, le signe noir. C'est-à-dire, on ne voit qu'un signe noir. Non, il y a plein de signes positifs. Il faut sortir de cette phase-là de contamination, mais il faut être fort, pour être résilient, il faut être ensemble et agir ensemble. C'est la gestion de crise et communication de crise. Il y a un effort collectif à faire et surtout l'optimisme, même si pour certains c'est très difficile en ce moment. Et comme dans tout syndrome de crise, il va falloir trouver quelque chose de clivant, il va falloir trouver presque un os à ronger. On a trouvé celui-ci et qui divise plutôt qu'il ne rassemble. Là encore, j'aimerais être optimiste. On aurait besoin justement de ce rassemblement des forces pour essayer de trouver la bonne solution plutôt que se détruire. On parlait tout à l'heure des sachants, on devient tous des sachants, puisqu'on va sur Internet. Je pourrais presque avoir autant de connaissances que le docteur ici présent, ce qui est complètement faux. Excusez-moi, mais moi je fais plus confiance au professeur Raoult qu'à Daniel Cohn-Bendit. Je suis bien Parce que celui qui doit fermer sa gueule sur la médecine, à mon avis, c'est plus Cohn-Bendit que Raoult. Je suis désolé de dire comme ça, mais c'est Raoult, il sait. Raoult, il est reconnu, c'est un épidémiologiste. Je dis pas qu'il a raison, mais je dis qu'en tout cas, il est plus crédible que Cohn-Bendit aujourd'hui. Et plus crédible peut-être qu'un philosophe qui est sur un plateau. Exactement. Donc là encore, on voit bien que et c'est le jeu peut-être des médias aussi, d'inviter, de prendre la parole, d'essayer de faire mousser, de mettre un peu d'acide mais ça fout le bordel dans l'opinion publique, excusez-moi. Et ça met en effet le doute, et on le voit, ces files d'attente devant un hôpital, ce n'est pas rationnel. Donc là encore, je pense que l'esprit, en effet peut-être parisianisme, de plateau, etc., clivant, devrait cesser et au profit d'une union qui soit une union positive. En effet, le travail des pompiers de Paris et d'une manière générale l'ensemble des forces intérieures et des pompiers de France. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'en effet, ils semblent très bien équipés, mais ça prend du temps aussi pour avoir l'ensemble de ces matériels-là. Et c'est surtout plus de 80% de l'activité des pompiers de Paris qui est vouée au secours à personne, et notamment avec ce coronavirus, et que l'incendie ne représente que 3 à 4%. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être là aussi un effort à faire dans l'avenir pour augmenter le traitement sanitaire, peut-être à d'autres corps médicaux, comme certains le font dans d'autres pays. On a un vrai problème aussi de gestion de la situation au quotidien. Le docteur Cohen nous le disait sur le plateau à l'instant, hors antenne. On se rend compte qu'il n'y a plus besoin il y a presque plus de personnes qui viennent aux urgences pour autre chose que le coronavirus. Ça veut dire qu'on pourrait épargner aussi la sursollicitation hors coronavirus. Oui, mais les gens ont peur d'aller aux urgences parce qu'ils se disent aux urgences, je vais rencontrer des gens qui ont le coronavirus. Mais ce qui veut dire qu'il y a une prise de conscience peut-être de la vraie urgence. Et ça, c'est important. C'est peut-être que, là aussi, d'un côté positif, dans la gestion de la crise, on va avoir un curseur qui va peut-être revenir à une certaine normalité. J'y crois, c'est peut-être un vœu pieux, mais espérons que les gens, en effet, ne sursollicitent pas les moyens de secours et les intervenants dans un avenir proche. Laurent Vibert, expert en communication de crise. Oui, et ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est que vous voyez bien qu'on ne peut pas tout planifier non plus dans la gestion des crises et dans la communication de crise, et que chaque cas fait part d'une analyse terrain liée à la complexité ou pas de son infrastructure, à la capacité de recevoir les soignants en temps complet. Ce qui veut dire que la gestion de crise, elle est aussi une gestion de crise pas au doigt mouillé, comme on dit, mais qui doit être affinée et qui doit être aussi réadapté en fonction de la situation, de ses capacités et de la modélisation que l'on fait de la crise. Donc ça veut dire que tous les acteurs sont aussi importants. En revanche, ce qui peut être planifié, et je termine dessus, c'est qu'en amont, de se dire si on a une crise qui se répète d'ici 2, 3 ans, 5 ans, il faut quand même avoir ce retour d'expérience, essayer de dimensionner au mieux ces cellules de crise. C'est un choix très américain, là aussi, la puissance America First, nous ça a été Santé First. On voit que là aussi, il peut y avoir des prises de position différentes en gestion de crise. L'avenir nous dira quelle aurait été peut-être la bonne solution, si tant est que les modèles soient comparables. On dit souvent, comparaison n'est pas toujours raison. Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que d'une posture antérieure, là encore, il y a un changement de paradigme. On vit aussi avec la crise, avec son évolution, mais je pense que la réponse matérielle, technique et des moyens qui vont être développés s'ils sont nécessaires aux États-Unis va être complètement différente de ce que l'on a pu faire en France et en Europe.